Saviez-vous qu'une vague, à peine perceptible au milieu de l'océan profond, peut voyager à la vitesse d'un avion à réaction, dépassant les 800 km par heure, pour ensuite s'écraser sur les côtes avec la force de millions de tonnes d'eau? C'est une réalité bouleversante, l'une des forces les plus dévastatrices et les moins comprises de notre planète, que nous appelons tsunami. Ces vagues géantes, souvent mal interprétées comme de simples rases de marée, sont des phénomènes complexes qui naissent d'une perturbation massive du fond marin. Leur origine la plus commune sont les tremblements de terre sous-marins de type mégatrost, qui se produisent dans les zones de subduction. Les zones de subduction sont des endroits où une plaque tectonique glisse sous une autre. Cela accumule une énorme quantité de tension pendant des centaines, voire des milliers d'années. Lorsque cette tension se libère soudainement, le fond océanique s'élève ou s'abaisse brusquement. Ce déplacement vertical du fond marin agit comme un gigantesque piston poussant une colonne immense d'eau vers le haut. Cette colonne d'eau perturbée est la genèse de la vague de tsunami. L'énergie libérée est prodigieuse, capable de mettre en mouvement des volumes d'eau étonnants. Comment une perturbation aussi importante génère-t-elle une vague qui, dans l'océan ouvert, est à peine perceptible? C'est une caractéristique fondamentale des tsunamis, qui sont des ondes de longue période et de grande longueur d'onde. Cela signifie que la distance entre crête et crête peut être de centaines de kilomètres. Et sa période, le temps entre le passage de deux crêtes successives par un point, peut osciller entre 5 minutes et 2 heures. En raison de cette vaste longueur d'onde, la vague implique toute la colonne d'eau, de la surface au fond marin. Contrairement aux vagues générées par le vent qui n'affectent que la couche superficielle de l'océan. En eau profonde, l'énergie du tsunami se distribue sur toute cette immense longueur d'onde. C'est pourquoi sa hauteur en haute mer est minimale, souvent de seulement quelques centimètres ou 1 mètre. C'est pour cette raison qu'un bateau au milieu de l'océan ne remarquerait même pas le passage d'un tsunami. Cependant, sa vitesse est vertigineuse, déterminée par la profondeur de l'eau et l'accélération de la gravité. Dans l'océan Pacifique, dont la profondeur moyenne est d'environ 4000 mètres, les tsunamis peuvent atteindre des vitesses proches de 800 km par heure. Une vitesse comparable à celle d'un avion commercial. Cette incroyable vitesse permet à un tsunami de traverser des océans entiers en quelques heures. Par exemple, le tsunami généré par le tremblement de terre de 1960 à Valdivia au Chili, le plus puissant enregistré avec une magnitude de 9,5, a traversé le Pacifique. Il a atteint Hawaï en environ 15 heures, le Japon en 22 heures et les Philippines en 24 heures. La dévastation qu'il a causée dans des endroits aussi éloignés témoigne de son énergie incommensurable et de sa portée mondiale. Mais la véritable transformation d'un tsunami se produit lorsqu'il s'approche de la côte. En entrant dans des eaux moins profondes, la vague subit un phénomène appelé shoaling ou déferlement. La partie inférieure de la vague, qui interagit avec le fond marin, est freinée par la friction. Cependant, l'énergie totale de la vague doit être conservée. Qu'arrive-t-il à cette énergie lorsque la vitesse diminue? Pour compenser la réduction de vitesse, la hauteur de la vague augmente considérablement. La longueur d'onde se raccourcit, les crêtes se compriment et l'énergie se concentre dans une colonne d'eau beaucoup plus haute. Une vague qui mesurait 1 mètre en haute mer peut se transformer en un mur d'eau de 30 mètres ou plus quand elle atteint la côte. Ce n'est pas seulement une vague géante, c'est une masse colossale d'eau qui avance avec une force impensable. La force destructrice d'un tsunami est due à la quantité massive d'eau qu'elle déplace et à la vitesse à laquelle elle le fait. 1 mètre cube d'eau pèse 1000 kg. Une vague de tsunami peut contenir des milliers de mètres cubes d'eau. Imaginez cette masse s'écrasant sur des structures et emportant tout sur son passage. Le pouvoir destructeur est tel qu'il peut arracher les fondations des bâtiments, déplacer les navires à l'intérieur des terres et pulvériser les infrastructures. Les débris et les ordures que la vague entraîne deviennent des projectiles supplémentaires amplifiant la destruction. Un autre aspect particulier des tsunamis est le phénomène de reflux ou de retrait initial de la mer. Avant que la première grande vague n'arrive, le niveau de la mer peut baisser de manière significative et soudaine, exposant le fond marin. Cela se produit parce que la première partie de la vague de tsunami peut être une dépression. C'est un signal d'alarme naturel qui, malheureusement, attire parfois la curiosité des gens au lieu de les inciter à fuir. Cela a été un facteur tragique lors du tsunami de l'océan Indien du 26 décembre 2004. Ce jour-là, un tremblement de terre de magnitude 9.1 survenu au large
large de Sumatra en Indonésie a déclenché l'un des tsunamis les plus meurtriers de l'histoire. La rupture de la faille a été colossale, s'étendant sur plus de 1200 km. Elle a déplacé une zone du fond marin de la taille de la Californie, libérant une énergie équivalente à 23 000 bombes atomiques d'Hiroshima. Les vagues se sont propagées dans tout l'océan Indien. Des pays comme l'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde, la Thaïlande et les Maldives ont été dévastés. Au total, plus de 230 000 personnes ont perdu la vie dans 14 pays, ce qui en fait l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire récente. L'absence d'un système d'alerte précoce dans l'océan Indien a été un facteur critique du nombre élevé de victimes. De nombreuses communautés côtières n'ont eu ni avertissement ni temps d'évacuer. La connaissance du retrait de la mer n'était pas répandue et la curiosité a conduit de nombreuses personnes à rester sur la côte. Le tsunami de Tohoku au Japon, le 11 mars 2011, a présenté un scénario différent. Un tremblement de terre de magnitude 9,0, le plus fort enregistré dans l'histoire du Japon, a généré un tsunami massif. Les vagues ont atteint des hauteurs allant jusqu'à 40 mètres dans certaines zones côtières, avec des pénétrations à l'intérieur des terres allant jusqu'à 10 km. Malgré l'ampleur de la catastrophe, le Japon disposait de l'un des systèmes d'alerte précoce les plus avancés au monde. Les alarmes ont sonné quelques minutes après le tremblement de terre. Le système d'alerte rapide au tremblement de terre du Japon a arrêté les trains à grande vitesse et fermé les usines. Cela a permis l'évacuation de millions de personnes avant l'arrivée des vagues. Malheureusement, l'échelle du tsunami a dépassé dans certaines zones les attentes des barrières de protection côtière. Et a déclenché la crise nucléaire à la centrale de Fukushima Daiichi. Malgré l'alerte, plus de 18 000 personnes sont décédées ou ont disparu. Cela souligne que bien que la prévention soit vitale, l'ampleur de ces forces naturelles est parfois insurmontable. Mais les tremblements de terre ne sont pas la seule cause des tsunamis. Les éruptions volcaniques sous-marines ou les effondrements d'îles volcaniques peuvent également les générer. Le cas le plus célèbre est celui de l'éruption du volcan Krakatoa en 1883. Cette éruption explosive a provoqué un effondrement du cône volcanique, déplaçant d'énormes volumes d'eau. Elle a généré des tsunamis qui ont atteint des hauteurs allant jusqu'à 41 mètres et se sont propagés dans le monde entier, se faisant même détecter dans la Manche. Plus de 36 000 personnes sont mortes, la plupart à cause des tsunamis. Des îles entières ont été rasées, changeant la géographie de la région. Les tsunamis peuvent également être causés par des glissements de terrain sous-marins. Ces glissements peuvent être déclenchés par des tremblements de terre ou se produire de façon spontanée. En 1958, un glissement de terrain dans la baie de Lituya, en Alaska, provoqué par un tremblement de terre, a créé un méga tsunami. La vague a atteint une hauteur de run-up de 524 mètres sur l'un des flancs de la baie. C'est la vague la plus haute dont on ait la trace. Bien que cela se soit produit dans une baie isolée et ait causé peu de décès, son échelle démontre le pouvoir des glissements de terrain en tant que générateur de vagues géantes. Existe-t-il un moyen de prédire l'arrivée de ces vagues dévastatrices suffisamment à l'avance? Oui, les systèmes d'alerte précoce au tsunami sont des outils cruciaux pour la mitigation des catastrophes. Le composant principal est un réseau mondial de sismographes qui détectent les tremblements de terre sous-marins avec un potentiel tsunamigénique. Ces sismographes transmettent des données en temps réel au centre d'alerte. Mais les sismographes ne font que confirmer un tremblement de terre. Ils ne garantissent pas la génération d'un tsunami. Pour cela, on utilise des bouées d'évaluation et de notification des tsunamis en haute mer, connues sous le nom de bouées DART. Ces bouées sont constituées d'un capteur de pression au fond de la mer et d'une bouée flottante à la surface. Le capteur détecte des petites variations de la pression de l'eau, indicatives du passage d'un tsunami. L'information est transmise à la bouée à la surface et de là, via satellite, au centre d'alerte. Cela permet de confirmer l'existence d'un tsunami et d'estimer sa taille et son temps d'arrivée. Par exemple, le centre d'alerte au tsunami du Pacifique à Hawaï fonctionne depuis 1965. C'est un exemple pionnier de coopération internationale pour la sécurité face au tsunami. Sa fonction est de surveiller les données sismiques et des bouées DART dans tout le Pacifique. Ils émettent des avis et des alertes aux pays membres en cas de menace. Les marégraphes côtiers sont également importants car ils mesurent le niveau de la mer en temps réel. Ils peuvent confirmer l'arrivée d'un tsunami sur la côte et aider à évaluer son impact. L'éducation du public est un pilier fondamental de la préparation. Connaître les signaux naturels d'un tsunami, comme un tremblement de terre fort ou un recul inhabituel de la mer, est vital. Si l'on ressent un tremblement prolongé, aussi fort qu'il est difficile de se tenir debout dans une zone côtière, l'action immédiate est d'évacuer vers des terrains élevés. Les itinéraires d'évacuation bien
bien signalisés et les exercices réguliers sauvent des vies. Comment la géologie contribue-t-elle à la compréhension de ces événements? La recherche géologique sur les dépôts de tsunamis anciens est cruciale pour comprendre la fréquence et la taille des tsunamis passés. En étudiant les couches de sable ou de sédiments marins trouvés à l'intérieur des terres, les scientifiques peuvent identifier les événements tsunamigéniques d'il y a des milliers d'années. Cela fournit des données précieuses pour l'évaluation des risques à long terme et la planification urbaine dans les zones côtières. La paléotsunamiologie est une branche fascinante qui reconstruit l'histoire de ces catastrophes. Ainsi, des modèles de risque plus précis peuvent être générés pour les communautés côtières. Les infrastructures jouent également un rôle important dans la mitigation. Les barrières de protection, comme les digues et les murs, peuvent réduire l'impact des vagues plus petites. Cependant, elles ne sont pas toujours efficaces contre les très grands tsunamis. Le Japon, par exemple, a investi des milliards dans des défenses côtières, mais le tsunami de 2011 les a dépassés dans de nombreux endroits. La planification de l'utilisation des sols est une stratégie plus durable. Cela implique d'éviter la construction d'infrastructures critiques dans les zones à haut risque d'inondation par les tsunamis. Et d'encourager l'utilisation des zones côtières pour les parcs, les zones humides ou l'agriculture. Les écosystèmes côtiers naturels, tels que les mangroves et les récifs coraux, agissent comme des amortisseurs naturels. Ils aident à dissiper l'énergie des vagues et à protéger les communautés à l'intérieur des terres. C'est pourquoi leur conservation et leur restauration sont essentielles à la résilience côtière. La coopération internationale est un élément clé pour aborder le risque global de tsunami. La Commission océanographique intergouvernementale de l'Organisation des Nations Unies coordonne les systèmes d'alerte précoce au tsunami dans le monde entier. Cela inclut le Centre d'alerte au tsunami du Pacifique, déjà mentionné, ainsi que le système d'alerte et d'atténuation des tsunamis dans l'océan Indien. De plus, il existe des systèmes pour les Caraïbes et l'Atlantique Nord-Est et la Méditerranée. Ces systèmes n'émettent pas seulement des alertes, mais promeuvent également la recherche, l'éducation et la formation. La technologie continue de progresser, avec des améliorations dans les modèles de propagation des tsunamis et dans la précision des capteurs. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont explorés pour traiter les données plus rapidement et générer des alertes plus précises. L'avenir de la protection contre les tsunamis dépend de l'intégration de la science, de la technologie, de l'éducation et de la gouvernance. Ces événements nous rappellent l'immense force de la nature. Ils nous incitent à continuer à faire des recherches et à mieux nous préparer. La mémoire des tsunamis passés, comme celui qui a ravagé Lisbonne en 1755, nous enseigne des leçons cruciaux. Ce tremblement de terre et le tsunami qui a suivi ont dévasté la ville, provoquant un impact durable sur la philosophie et la science européenne. Dans l'océan Pacifique, la ceinture de feu est une région où se concentrent 90% des tremblements de terre mondiaux et où la plupart des tsunamis dévastateurs ont leur origine. Comprendre la dynamique des plaques tectoniques dans cette région est fondamental. Un autre cas frappant a été le tsunami de Palu en Indonésie en 2018. Un tremblement de terre de magnitude 7,5 a déclenché un tsunami inhabituel dans une baie étroite. La forme de la baie et le phénomène de liquéfaction du sol ont contribué à son intensité. Les vagues ont dépassé les 3 mètres et ont pénétré plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Les tsunamis ne sont pas des événements isolés, ils font souvent partie d'une séquence de désastres. Après la vague initiale, des vagues subséquentes peuvent suivre pendant plusieurs heures. Il est crucial d'attendre la confirmation officielle de la fin de l'alerte avant de retourner dans les zones côtières. La résilience des communautés est fondamentale. Les leçons apprises de chaque tsunami sont incorporées dans les plans de préparation. La science des tsunamis est un domaine en constante évolution. Les modèles numériques sont affinés, permettant de simuler avec plus de précision la propagation et l'impact de ces vagues. La bathymétrie, c'est-à-dire la cartographie détaillée du fond océanique, est essentielle pour ces modèles. De petits changements dans la topographie sous-marine peuvent altérer significativement le comportement d'un tsunami. La recherche se concentre également sur la compréhension des tsunamis générés par des causes non sismiques, comme ceux qui peuvent être provoqués par de grands glissements de glace dans les régions polaires en raison du changement climatique. Cela ouvre de nouveaux domaines d'études et de menaces potentielles. Pour les explorateurs qui cherchent à comprendre les forces les plus puissantes de notre planète, la science des tsunamis est un domaine vital. Elle nous permet d'être mieux préparés pour protéger nos vies et nos communautés. Si cette explication vous a paru fascinante, si vous voulez continuer à explorer les mystères de la Terre, abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo, laissez un commentaire avec vos questions et partagez ces connaissances avec vos amis.